Bonjour et bienvenue au Salon de l'Agriculture pour ce débat organisé par Plein Champ et consacré à l'irrigation. En matière d'irrigation, la France cultive plusieurs paradoxes. L'irrigation est peu développée en France puisqu'on considère qu'il y a 6% seulement de la surface agricole utile qui est irriguée. Et qui plus est, ce taux est stable depuis pas mal d'années maintenant. Autre paradoxe, si l'on entend bien Météo France, la France est décrite comme un pays d'abondance hydrique. Le problème, c'est en été, où les prélèvements agricoles sont évidemment les plus importants, et ces prélèvements concourent donc à assécher les nappes et à engendrer des arrêtés préfectoraux dans bon nombre de bassins versants. Ce qui ne va pas arranger les choses, c'est le réchauffement climatique. L'augmentation de la température va engendrer une augmentation de l'évapotranspiration, va entraîner des baisses du niveau des cours d'eau et des nappes phréatiques. On aura des sécheresses plus fréquentes et plus sévères, et on aura également des pluies erratiques. On s'en est rendu compte avec les inondations passées. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, on a déjà chaque année 30 à 40 départements qui sont frappés par des arrêtés de sécheresse, L'année dernière, c'est 80 départements qui ont été frappés. Alors, pour tenter de concilier l'offre et la demande en eau, le gouvernement a mis en place au mois de novembre dernier une cellule interministérielle avec des experts des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement chargés de trouver des solutions à cette problématique de l'eau. Les agriculteurs sont associés à la réflexion. La Commission rendra son rapport au mois de mai prochain. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que la profession agricole parle d'une même et unique voix en matière de gestion de l'eau et d'irrigation? Pour débattre et répondre à cette question, j'ai sur mon plateau deux invités. Éric Frétillère, vous êtes président des Irrigants de France et vous êtes également agriculteur en Dordogne. Jean-François Pérignier, vous êtes secrétaire national de la Confédération paysanne et vous êtes producteur de moules ou, je l'ai appris, mytiliculteur. C'est exact. Alors, pour commencer, Éric Frétillère, je veux bien que vous me décriviez votre rapport à l'eau sur votre exploitation. Tout à fait, un rapport absolument majeur. Pour me présenter, j'ai la particularité de ne pas être originaire du monde agricole, donc j'ai découvert sans aucun a priori l'univers agricole. Et la particularité de l'exploitation que j'ai repris, elle se situe dans une zone de clairière, là où il n'y a pas de grands cours d'eau principaux qui permettent d'irriguer. Ce sont des petites terres, des boulbènes, qui n'ont pas un potentiel énorme et qui ne permettent pas de produire des cultures, notamment pendant la période hivernale. Donc il a été créé sur mon exploitation des retenues collinaires. L'ensemble de mes terres agricoles sont drainées. Ces drains, en fait, permettent l'écoulement durant la période hivernale et la réalimentation de mes retenues. Mes retenues se remplissent en hiver et j'ai mon potentiel d'eau, j'en ai deux en fait, qui me permettent de couvrir le potentiel d'eau pour irriguer le maïs que je produis pendant l'été, maïs qui me sert à faire tous les produits de qualité du département de la Dordogne. Alors vous cultivez combien d'hectares et vous en irriguez combien? En fait, la propriété fait 100 hectares et j'irrigue la totalité de l'exploitation. 100 hectares qui sont donc avec 240 000 m3 d'eau retenus dans deux retenues collinaires. Très qui bien, sont merci. complètement déconnectés du milieu et j'ai ma propre autonomie en eau. Très bien. Jean-François Pérignier, alors votre rapport à l'eau, il est très particulier parce que vous avez les pieds dans l'eau et dans l'eau salée, dans l'eau de mer. Alors quel est ce rapport à l'eau? Décrivez-nous-le, s'il vous plaît. Bon bah c'est tout simple, donc je suis un paysan de la mer, je produis des moules et comme chacun sait ou ne sait pas mais va apprendre aujourd'hui, les racines nutritionnelles de l'océan c'est les rivières, c'est par les fleuves qu'arrivent les sels nutritifs qui vont déclencher la chaîne trophique, donc la production de phytoplancton puis de zooplancton qui vont être la nourriture de nos animaux. Juste au passage, je voulais souligner que le phytoplancton, c'est la première biomasse végétale de la planète et qu'elle produit 2/3 de l'oxygène de la planète. Nous, paysans de la mer, quand on parle de phyto, on parle de ça. Et les paysans de la terre, souvent, quand ils parlent de phyto, ils parlent de produits phytosanitaires qui sont pas du tout la même chose. Alors, pour revenir à l'eau, nous, on est des paysans qui élevons des animaux, mais qui n'avons aucune action sur le milieu naturel dans lequel on les élève. Et donc, on est entièrement tributaire de l'eau qui arrive par les fleuves, en quantité, en régularité et en qualité, parce qu'on vend nos animaux vivants aux consommateurs. Très bien, merci. C'était bien d'avoir le point de vue d'un paysan de la mer auquel on ne pense pas forcément quand on parle d'eau et d'irrigation. Éric Frétillère, je vous pose la question. L'irrigation en France, stop ou encore?
Alors, d'abord, la première chose, comme je vous l'ai dit, mon rapport à l'eau est un petit peu particulier puisqu'il est majeur sur mon exploitation, mais pas que. L'ensemble des agriculteurs ont besoin de l'eau, quelles que soient les filières, quelles que soient les productions. Aujourd'hui, on a envie de développer les filières bio. Pour du bio, il faut de l'eau. On veut développer les circuits courts. Pour un circuit court, il faut produire localement. Et pour produire localement, il faut de l'eau localement. En fait, l'irrigation touche l'ensemble des filières et la totalité du monde agricole. Et il y a un paramètre majeur qui va changer dans les années à venir, dont on a pris conscience aujourd'hui, c'est le changement climatique. Le GIEC nous l'annonce, maintenant c'est quelque chose d'avéré. Le réchauffement va se produire, le volume d'eau reste constant. Compte tenu du réchauffement climatique et de la démographie, il va y avoir un vrai problème de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, pour la résoudre, il va falloir de l'eau, parce qu'on ne peut pas produire sans eau. On ne produit pas sans eau, c'est pas possible. Donc il va falloir développer l'eau et il va falloir la gérer le mieux possible. Alors on reviendra peut-être après sur les solutions que vous avez pour améliorer la gestion de la ressource. Jean-François Périgné, l'irrigation stop ou encore? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, sur l'irrigation, il n'y a pas un paysan qui peut dire qu'il est contre l'irrigation. Et à la Confédération paysanne, voilà, toutes les productions agricoles ont besoin de l'irrigation, certaines plus que d'autres. Voilà. Et après, je suis assez d'accord avec pas mal de choses que vous avez dit. Moi, je voudrais quand même que les gens comprennent que quand on parle de l'eau, on parle de l'aliment principal des êtres humains, parce qu'on consomme 70% d'eau sous forme végétale, sous forme animale ou sous forme liquide, et que la ressource en eau douce, c'est 0,1% de la quantité d'eau de la planète, d'accord? La majorité est salée ou sous forme de glace. Donc là, on est vraiment sur une problématique mondiale qui touche tout le monde et qui est surtout intergénérationnelle. Et c'est bien pour ça que aujourd'hui, on a ces réflexions. C'est pour préparer l'avenir des générations futures en termes de ressources en eau potable. Très bien, donc l'eau c'est un capital essentiel. On a eu des épisodes d'inondations et de crues ces semaines passées qui ont montré à quel point on pouvait avoir des déséquilibres entre les chutes hivernales et les besoins estivaux. Est-ce que la logique, ça ne serait pas de construire davantage de retenues et de bassines pour stocker cette eau et la resservir en été à l'agriculture, mais pas seulement, au débit d'étiage des fleuves, voire au service d'alimentation en eau potable? La logique de maintenir l'étiage des fleuves et tout, oui, on va être d'accord. Donc là, on est en plein cette année dans l'illustration du dérèglement climatique. Et là, je pense que personne autour de la table ne va remettre en cause les projections qui sont faites sur les années à venir. On est passé de la pire sécheresse depuis 60 ans, quasiment du jour au lendemain, à des inondations. Les inondations, c'est quelque chose de bon pour la nature parce qu'il faut recharger les nappes phréatiques et donc les inondations, voilà, ça fait partie de la nature. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on observe? On observe à l'ouest du stockage d'eau pour faire de l'irrigation, bien souvent pour cultiver une plante qui ne vit pas sous son climat originel. Et à l'est, on va aussi utiliser de l'eau pour fabriquer de la neige de culture, pour démarrer la saison bien avant et la finir bien plus tard. Et au milieu de la saison, il y a eu trop de neige cette année et la moitié des pistes sont fermées. Dans le cas du dérèglement climatique, la gestion globale de l'eau, et pas qu'agricole, elle est à prendre en compte, mais vraiment très très sérieusement aujourd'hui. Très bien, si je vous entends bien et si je résume, vous n'êtes pas fondamentalement pour construire de nouvelles retenues? Nous, on est pour faire un état des lieux de l'existant, social, économique, environnemental. On se met tous autour d'une table, sur les modèles des états généraux de l'alimentation par exemple. On y associe les citoyens parce que du début à la fin de la chaîne de la gestion de l'eau, c'est quand même le contribuable qui paye. Que ce soit à travers les aides PAC pour l'agriculture, mais aussi à travers le financement des bassines, à travers sa facture d'eau. Donc il est le premier concerné parce que c'est quand même l'alimentation en eau potable, la priorité des priorités pour les êtres humains aujourd'hui. Éric Frétillère, quelle est votre position sur les ouvrages de stockage d'eau et de transport d'eau? Je vais vous donner un petit chiffre qui est assez représentatif. Irrigante France est en train de se structurer au niveau européen et on a des chiffres comparatifs. Au niveau de l'abondance en eau, vous l'avez évoqué dans votre présentation, effectivement, la France a de l'abondance en eau et a un potentiel de ressources en eau important. On se situe à la 2e position au niveau européen derrière la Norvège. On est numéro 2. Lorsqu'on regarde l'utilisation de cette ressource,
on se retrouve à la dernière position avec 15% de l'utilisation de cette ressource au niveau européen. Ce qui veut dire qu'on a du potentiel pour le stockage. Et ce que j'ai sur mon exploitation, c'est-à-dire retenir l'eau lorsqu'elle est en excès, parce que les inondations, c'est bon, certes, mais ça fait des dégâts et ça occasionne quand même des frais, ça occasionne des dégâts qui sont énormes, peut-être plus que la sécheresse même. Donc retenir l'eau lorsqu'elle est en excès et s'en servir l'été, ça semble être une solution de bon sens et à mettre en évidence. Par contre, il y existe plusieurs solutions pour retenir l'eau. Et il n'y a pas une solution au niveau national. On a travaillé sur ce sujet à Irrigante France et on s'aperçoit qu'en fait la problématique de l'eau, elle n'est pas la même dans le sud-est de la France, elle n'est pas la même en Bretagne. Et donc il faut adapter la problématique à chaque région. C'est pour ça d'ailleurs que la gouvernance de l'eau en France est faite par des agences de l'eau. C'est très bien fait et structuré. Et donc il faut étudier et adapter en fonction des besoins. Je suis tout à fait favorable au développement du stockage de l'eau, mais je n'ai pas une uniformité. Il ne faut pas des grands barrages, il ne faut pas des retenues, il ne faut pas des bassines. Il faut tout étudier en fonction des besoins locaux. Mais il y a un vrai besoin. Jean-François Pérignier, jusqu'à présent, on a parlé uniquement de l'offre. Maintenant, je voudrais qu'on en vienne à la demande. Est-ce que les systèmes agricoles peuvent être plus sobres? Est-ce qu'on peut progresser dans l'efficience de l'eau? C'est aussi un levier à activer pour favoriser l'équilibre. Bah, moi, tout simplement, bien sûr que oui. Et c'est une question de bon sens que les paysans avaient jusqu'à une période récente et qu'ils ont perdu. Quand on parle de stockage de l'eau nécessaire, la nature nous propose un stockage de l'eau qui est gratuit. Et nous, on propose un système de shadok où on va pomper l'eau en hiver dans les nappes phréatiques. Moi, en ce moment, là, cette semaine, j'ai des rivières à sec dans les Deux-Sèvres. J'ai des rivières à sec dans les Deux-Sèvres. Ça fait quelques jours qu'ils ont commencé à remplir leurs bassines. Mais il faudrait qu'on parle peut-être des différents systèmes. Moi, le système que vous me décrivez, monsieur Frétillère, de la colline, de la retenue collinaire à l'échelle de la ferme me va très très bien. C'est le récipient que vous mettez à la sortie de votre gouttière. Ça me va très bien. Le barrage complet d'une rivière, allez voir en Espagne, ils ont asséché le Tage l'été dernier. Et les bassines de substitution qui sont chez nous, c'est quand même des retenues. Il faut que les gens sachent de quoi on parle. C'est plus de 10 hectares. C'est des digues de 11 mètres de hauteur. C'est 900 000 à 1 million de mètres cubes d'eau stockés. Enfin voilà, à la sortie de cet été, la Charente, fin août, coulait à un débit de 10 mètres cubes seconde. J'ai fait le calcul sur une bassine où on a fait une action à Amuré dans les Deux-Sèvres en plein marais Poitevin. Il fallait 48 heures consécutives du débit de la Charente pour remplir une bassine. On n'est pas sur des solutions de bon sens. Merci Jean-François Périgny. Je voudrais écouter la réponse, le point de vue d'Éric Frétillère sur les systèmes culturaux, les systèmes de conduite d'irrigation et l'efficience de l'eau. Avec plaisir, parce que c'est quelque chose de tout à fait majeur. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'efficience de l'eau, il y a un travail énorme qui a déjà été fait dans les 10 dernières années. Il y a une amélioration de 30%. Amélioration qui est liée à la fois à la technique, à la fois à la mise en place des sondes, du suivi qui est fait auprès des agriculteurs pour appréhender la connaissance de l'eau par rapport à la plante, améliorer l'efficience du matériel pour qu'il soit plus performant. Et on est ouvert à tout, la micro-irrigation, effectivement, on fait des études, on regarde, il y a du pour, il y a du contre, si on peut, il faut l'adapter. Et puis je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture est un changement. On voit, il y a les nouvelles technologies qui arrivent, il y a tout un tas des connaissances par rapport au sol qui vont s'améliorer. Il y a de la génétique qui doit être mise en place pour améliorer les plantes. Donc il y a un ensemble de paramètres qui vont demain. Mais par contre, on ne va pas tout changer du jour au lendemain. Mais on va vers une voie d'amélioration et d'efficience de l'eau pour les agriculteurs. Très bien, merci. Donc ce que je constate, c'est que vous êtes d'accord sur les constats, sur la problématique et l'importance, le rôle capital de l'eau. Sur les solutions, vous n'êtes pas forcément d'accord, chacun a des points de vue un petit peu différents. Je voudrais revenir à un épisode tragique qu'on a connu ces dernières années autour du projet de barrage de Sivens, donc qui s'est traduit par la mort d'un jeune naturaliste. Au mois de décembre dernier, les choses ont bougé. Les acteurs du territoire, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les associations environnementales et que ce soit les institutions, se sont réunies, se sont mises autour de la table pour bâtir une charte de co-construction d'un projet de territoire sur la zone du Tescou. Une question à chacun d'entre vous. Est-ce que vous, Éric Frétillère, vous avez apposé votre signature au bas de cette charte? Alors, j'ai pas... D'abord, juste un mot pour revenir.
sur Sivens qui a été absolument dramatique. Effectivement, je ne l'ai pas signé personnellement, mais par contre, on a validé, on a signé cette charte, bien évidemment. En un mot, Jean-François Périgné, vous l'avez signé la charte? Bien sûr, la Confédération paysanne a été les premières sur les brèches sur le problème de Sivens. Très bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ce débat et à bientôt sur Plein Champ. Merci.